Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler à nouveau de détection de collision. Alors dans la vidéo précédente qui faisait un petit peu office de découverte de la détection de collision, de la notion de détection de collision, on avait vu donc les fondamentaux, c'est-à-dire détecter une collision entre deux box, donc deux A à B. On avait vu comment détecter une collision entre deux cercles, et on avait vu aussi comment détecter en premier une collision entre une box, donc un ABB et un point. Donc c'est vrai que les méthodes que j'avais présentées dans la vidéo précédente sont les méthodes les plus fréquemment utilisées dans le jeu vidéo, en 2D surtout. Mais c'est vrai qu'il y a un autre algo qui est assez utilisé dans le domaine du jeu vidéo lorsqu'on veut tester des collisions un petit peu plus complexes, un petit peu plus définies. Et cet algo, il s'appelle le SAT, Separated Axis Theorem, donc le théorème des axes séparés. Ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, eh bien, c'est cet algorithme, et aussi, je vais vous le montrer eh bien, avec du code, cette fois-ci. J'ai préparé un petit exemple en C++ avec une bibliothèque qui s'appelle le SFML, mais avant tout, on va faire une première partie théorique, et on va revoir quelques notions qui sont essentielles pour pouvoir bien comprendre l'algorithme. Alors déjà, cet algorithme, il fonctionne avec des polygones, et des polygones, il en existe de deux sortes. Il existe les polygones convexes et les polygones concaves. Et cet algorithme ne fonctionne qu'avec les polygones convexes. Donc c'est assez important de savoir ce que c'est déjà qu'un polygone convexe et un polygone concave. Un polygone convexe, c'est un polygone, ici, qui ne se rentre pas dedans. Alors je sais que ça fait un petit peu bizarre d'entendre ça, mais je vais vous présenter tout ça avec des exemples graphiques. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun côté qui rentre vers l'intérieur du polygone. C'est-à-dire que si je trace un trait qui coupe le polygone, enfin une droite qui coupe le polygone, vous remarquez qu'il y a deux intersections, une ici et une ici. Mais dans toutes les configurations, j'aurai toujours au maximum deux intersections. Donc là, vous voyez que j'ai deux intersections, ici j'ai deux intersections, ici j'ai deux intersections, ici je peux en avoir qu'une si je touche juste et que je considère que le fait de toucher est une intersection. Donc voilà, au maximum j'ai deux intersections. Le truc c'est que, eh bien, les polygones concaves, eux, eh bien, ils n'ont pas au maximum deux intersections possibles lorsqu'on trace une droite à travers. C'est-à-dire que si par exemple je trace un polygone qui ressemble à ça, eh bien là, ok, j'ai deux intersections, une ici, je peux en avoir deux aussi ici, mais si par exemple je trace une droite ici, vous remarquez que j'en ai 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez bien maintenant, quand je parlais d'un polygone qui se rentre dedans, avec des côtés qui lui rentrent dedans, c'est que ici, vous voyez que eh bien, ça rentre vers l'intérieur du polygone, à cet endroit-là, au croisement de ces... à l'intersection ici de ces deux segments. Mais du coup, si on est un peu malin, on peut très rapidement découvrir que eh bien, tout polygone concave peut être eh bien, décomposé en plusieurs polygones convexes. C'est-à-dire que ici, par exemple, hop, là, je me retrouve avec deux polygones convexes. Donc, je vais vous donner d'autres exemples de polygones convexes. On peut avoir par exemple ce type de polygone, enfin ce polygone qui serait un polygone convexe. Un triangle est un polygone convexe. Un carré est un polygone convexe. Par exemple, ce genre de choses serait un polygone convexe. Et vous voyez que ça permet déjà de déterminer pas mal de formes, c'est plutôt chouette. Et par exemple, si vous voulez déterminer la silhouette d'un personnage, ça va vous permettre de l'améliorer. Par exemple, de faire plus quelque chose dans ce goût-là, voilà, pour avoir une détection un petit peu plus précise au niveau du haut ici du personnage. Par contre, dès lors que vous ferez quelque chose comme ça, pour par exemple rajouter les bras, imaginez, bah là vous avez un polygone convexe, donc du coup il va falloir le séparer ici en 3. Vous allez avoir un polygone concave, pardon, donc il va falloir le séparer en 3 polygones convexes. D'accord ? Donc ça c'était pour le petit récap sur la notion de polygone convexe et polygone concave. Zut, j'ai grandi ma broche. Comme ça, hop. Et du coup, maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est un petit récap sur les vecteurs. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer sur les vecteurs, juste ce dont on a besoin, c'est-à-dire déjà une grande majorité de choses. Donc, on a deux axes, l'axe X et l'axe Y.
ici, et ça va être la représentation géométrique qu'on se fait d'un vecteur. Mais avant tout, il faut savoir qu'un vecteur, c'est pas forcément ce que l'on pense géométriquement. Un vecteur, c'est un ensemble de valeurs, et ces valeurs représentent des coordonnées dans l'espace vectoriel qui est défini par le vecteur lui-même. C'est-à-dire que si vous avez un vecteur ici qui a deux valeurs à l'intérieur, qui a deux coordonnées, par exemple, je sais pas, 2 et 4, eh bien vous aurez un vecteur qui évolue dans un espace à deux dimensions. Vous avez la première dimension ici, enfin la première coordonnée sur la première dimension ici, et la deuxième coordonnée sur la deuxième dimension ici. Si vous avez maintenant un vecteur qui possède trois coordonnées, ici, vous avez donc un espace tridimensionnel. Et si vous avez ici un vecteur qui va de n, enfin qui va de une valeur ici, qu'on va appeler par exemple x à xn, vous avez ici un espace qui est considéré comme un espace à n dimensions. D'accord ? Donc voilà ce que c'est qu'un vecteur d'un point de vue purement mathématique. D'un point de vue programmation, un vecteur, c'est un petit peu la même représentation qu'on s'est fait mathématiquement. Un vecteur en programmation, qui s'appelle souvent vecteur comme ça, et qui est souvent un template, c'est-à-dire que vous lui passez un type. Par exemple, si vous faites un vecteur d'entier ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez définir un tableau qui va contenir x valeurs. Donc x coordonnées d'un point de vue mathématique, si vous préférez. Et d'un point de vue géométrique, c'est quoi un vecteur? C'est tout simplement représenté par une direction, ici. Donc là, par exemple, la direction, je la représente avec la flèche, et aussi par une longueur. Donc la longueur de ce vecteur ici, par exemple C. On peut aussi, par exemple, dire j'ai un autre vecteur ici qui va avoir une autre direction, qu'on va appeler D. J'ai un autre vecteur, par exemple, qui irait dans cette direction, qui serait beaucoup plus long, qui s'appelle A. Et voilà, d'un point de vue géométrique, là, j'ai représenté un vecteur à deux dimensions. Attention, hein, à deux dimensions. Si j'avais représenté un vecteur à trois dimensions, j'aurais fait un troisième axe ici que j'aurais appelé Z, qui est la profondeur, et j'aurais pu le faire pointer mes vecteurs dans un autre endroit. Au-delà de trois dimensions, c'est un peu compliqué de représenter les vecteurs. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'un vecteur n'a pas de position dans l'espace. Dans l'espace vectoriel. C'est-à-dire dans l'espace vectoriel, je dirais plutôt dans le repère cartésien, plutôt, excusez-moi. C'est-à-dire que si j'ai un vecteur ici que j'appelle A, le vecteur A, il peut très bien, dans notre tête, être visualisé à cet endroit-là, il peut très bien dans notre tête aussi être visualisé à cet endroit-là, il peut être visualisé à cet endroit-là. Du moment qu'il a la même direction et la même longueur, c'est toujours le même vecteur. D'accord ? Alors un vecteur, ça sert à quoi ? Surtout dans le développement de jeu, eh bien ça sert à donner justement des directions. Et la longueur du vecteur, souvent, permet de représenter, par exemple, je sais pas, une vitesse, ce genre de choses. Par exemple, si j'ai une voiture ici, vue de haut, je vais faire une super bagnole. Voilà. Cette voiture ici, elle pourrait avoir un vecteur qui pointe dans cette direction, qu'on peut appeler D, qui s'appelle le vecteur directionnel de notre voiture, et il peut avoir une longueur qui, par exemple, représenterait la vitesse. Alors attention, hein, ce vecteur, je le place sur la voiture pour que ça soit visuel pour nous, mais il peut être n'importe où, hein, du moment qu'il fait la même longueur et qui pointe dans la même direction. Alors un vecteur, il est représenté donc géométriquement, il est placé géométriquement dans le plan cartésien ici par une coordonnée x qui se trouve ici, qui tombe sur l'axe des abscisses, l'axe x, et par une coordonnée y ici qui tombe sur l'axe des ordonnées ici. D'accord ? Et en fait, donc ce vecteur, si je l'appelle V par exemple, et je lui mets une petite flèche dessus, en général c'est la notation qu'on fait, on met soit une flèche, soit on le met en gras, le vecteur. Dans la majorité de la littérature que vous allez trouver dans les bouquins de prog, bouquins de développement de jeu, vous allez trouver des V majuscules en gras, tout simplement parce que c'est plus pratique à écrire que la flèche du dessus. Et donc là, qu'est-ce que c'est ? Ce vecteur est défini donc du coup par x et y. D'accord ? On peut aussi le définir d'un point de vue matrice, c'est-à-dire en l'écrivant une valeur l'une sur l'autre, et quand on l'écrit horizontalement, on met une virgule en général. Donc voilà, là vous avez vu comment on représente géométriquement un vecteur. Maintenant, on va voir différentes choses concernant les vecteurs. On va voir maintenant
je vais le remettre en fait, excusez-moi. On va déterminer ici la longueur du vecteur. La longueur du vecteur, on appelle ça la norme, ou en anglais on appelle ça le magnitude, c'est donc vraiment la longueur tout simplement du vecteur. Et en fait, pour trouver la longueur du vecteur, en fait c'est plutôt simple, on va faire appel à notre meilleur mathématicien du monde, qui s'appelle Pythagore, qui a découvert pour nous un théorème très pratique, qui s'appelle d'ailleurs le théorème de Pythagore, qui nous stipule que dans un triangle rectangle, avec le rectangle ici, le côté A ici, le côté B et le côté C s'appelant l'hypoténuse, il nous a dit que C au carré était égal à A au carré plus B au carré. Alors là, dit comme ça sert à quoi? Ça n'a pas l'air hyper intéressant, je vais le remettre là, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Alors déjà, c'est important, je pense, de visuellement le comprendre, ce théorème, parce que c'est pas un truc qu'il faut apprendre par cœur, c'est un truc qu'il faut comprendre. En fait, tout simplement, ça dit que ça montre très très bien que ce côté-là, enfin cet R-là, pardon, qui est représenté par A au carré, effectivement, ici, on sait que ce côté-là, ici, il fait A, et un carré, eh bien, la longueur d'un côté d'un carré, eh bien, c'est toujours la même, hein, pour les quatre côtés. Donc là, si je fais A au carré, eh bien, ça me représente l'air, c'est-à-dire A fois A, d'accord? Donc ce côté, par exemple, fois ce côté, ou ce côté fois ce côté, par exemple, ça me représente l'air, puisque vous savez très bien que l'air d'une surface, ou d'un rectangle, pardon, c'est L fois longueur fois largeur, et dans un carré, c'est côté fois côté, donc côté au carré. Donc il dit, ce théorème, que ce côté-là, enfin cet R-là, pardon, plus cet R-là, c'est la même chose, là c'est B au carré, ça, eh bien c'était égal à C au carré. Donc là ça dépasse de mon écran pour faire le carré, mais vous voyez bien, globalement c'est toute cette R-là. Voilà, donc cette R-là plus cette R-là est égal à cette R-là. Donc en gros, si je remplis par exemple ce côté-là d'un liquide, d'eau par exemple, je remplis cette surface-là d'eau, eh bien si je prends toute la quantité d'eau que j'ai mis dans les deux carrés, eh bien je peux la mettre pile poil dans ce côté-là. D'accord? Donc ça c'est vachement intéressant parce que du coup, à partir de ce magnifique théorème, on va pouvoir eh bien, déterminer l'aire de notre côté. C'est tout simplement en mettant une racine carrée d'un côté. Donc quand on rajoute une fonction d'un côté, on la rajoute aussi de l'autre, sinon on n'a plus d'équation, hein, bien sûr. Donc du coup là, la racine carrée de C au carré, eh bien la racine carrée annule ici le carré, donc ça fait C, est égal, et là de l'autre côté, c'est bien égal à A au carré plus B au carré. Donc voilà la formule pour déterminer la longueur, ici, de l'hypoténuse dans un rectangle. Donc du coup vous allez me dire, comment ça s'applique tout ça dans notre vecteur? Eh bien en fait un vecteur, on peut toujours le voir comme étant l'hypoténuse d'un triangle rectangle. C'est-à-dire que ce vecteur-là ici, je peux très bien imaginer que ici j'ai un triangle rectangle et que ce côté-là c'est C, que ce côté-là c'est A et que ce côté-là c'est B. D'accord? Et voilà comment je pourrais déterminer la longueur ici d'un vecteur. Avec donc la formule que je viens d'effacer. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment, à partir de deux points, qui sont situés par exemple là et là, car je vais mettre des unités. Comment, à partir de deux points, par exemple ce point-là, et ce point-là, je peux, eh bien, définir un vecteur. Et je peux définir, par exemple, ce vecteur. Eh bien, pour définir un vecteur, alors ces points, ils ont des coordonnées, donc je vais l'appeler A et je vais l'appeler B. Le point A, il a la coordonnée 1 en X, 1 en Y. Le point B, il a la coordonnée 3 en X, 2 en Y. Eh bien, pour définir un vecteur, je vais tout simplement faire A moins B, d'accord, pour définir le vecteur AB, d'accord. Donc A moins B, ça fait 1 moins 3, d'accord. Je vais l'appeler V ce vecteur. Donc ça fait 1 moins 3. Moins 3, ici ça fait 1 moins 2. Donc
alors excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, c'était l'autre côté, c'était B-A, excusez-moi. Donc ça fait 3 moins 1, et ça fait 2 moins 1. Donc c'est toujours l'endroit vers lequel on veut pointer, moins l'origine. Et attention, là j'ai bien représenté des points, j'ai pas représenté des vecteurs. Ça fait 3 moins 1, donc là notre vecteur est égal à 3 moins 1, 2, et 2 moins 1, 1. Et effectivement, si on regarde ici, cette distance ici fait bien 2 de côté, de 2 unités, et cette distance ici fait bien 1 d'unité. D'accord? Donc on a bien défini un vecteur 2, 1, qui là en l'occurrence est positionné n'importe où dans le plan. C'est exactement le même vecteur que celui-là, c'est exactement le même vecteur que celui-là, etc., etc. Ça, je pense que vous avez bien compris. Je l'avais déjà expliqué. Donc voilà comment on détermine ici un vecteur à partir de 2 points. Ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va voir comment, eh bien, on peut définir... qu'est-ce qu'on va définir? C'est ce qu'est le dot product. Alors le dot product, c'est aussi ce qu'on appelle le produit scalaire en français. C'est une relation entre les vecteurs. Et c'est une relation que je vais vous présenter de la manière suivante, ce qui va faire appel à de la trigonométrie. Je ne vais pas trop revenir sur la trigonométrie, mais bon, je vais essayer de le faire proprement. Je vais effacer mes unités, parce que ça va me perturber un petit peu pour tracer mon cercle. Hop. Alors imaginez que j'ai un vecteur ici qui pointe sur le cercle ici. Si je tombe ici, cette distance-là, c'est le cosinus, et si je tombe ici, cette distance-là, c'est le sinus. Ça, vous devrez savoir normalement. Du coup, je peux faire tourner ici mon cercle à n'importe quel angle, d'accord, et toujours tomber sur le cosinus, et toujours tomber sur le sinus. D'accord? Et en fait, le dot product, c'est-à-dire le produit scalaire, est défini par, donc, produit scalaire entre deux vecteurs, hein, excusez-moi. Par exemple, je peux avoir un vecteur ici et un vecteur, par exemple, ici, qui pointe, qui est sur l'axe X, par exemple. Et bien, le produit scalaire entre ces deux vecteurs va être défini de la manière suivante. C'est-à-dire que là, on a A, on a le vecteur A, et là, on a le vecteur B. Donc, le produit scalaire, ça s'écrit avec un point, d'accord? AB, comme ça. Je mets des flèches. Est égal à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus entre les deux angles, entre les deux vecteurs. Donc, fois le cosinus, pardon, de l'angle qui se trouve entre les deux vecteurs, c'est-à-dire cet angle-là, alpha. Donc du coup, ça en fait c'est super pratique, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir déterminer, par exemple, l'angle qui se trouve entre les deux vecteurs. Ça peut être super cool. Mais maintenant, imaginez que vos vecteurs, ils aient une longueur de 1 ici et de 1 ici. Eh bien, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire, tout simplement, 1 fois 1, donc ça revient à 1. Ça revient à dire que le produit vectoriel ici de deux vecteurs, du coup, qui ont une longueur de 1, eh bien, c'est égal au cosinus de l'angle qui se trouve entre les deux vecteurs. D'accord? Alors maintenant, on va aller encore plus loin. On va aller voir justement comment on peut faire en sorte que n'importe quel vecteur, il ait toujours une longueur de 1. D'accord? Vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert à, par exemple, imaginez j'ai un vecteur qui fasse toute cette distance-là, il fait pas du tout 1. Je veux quand même garder cette direction, mais je veux qu'il ait une longueur de 1. Donc là, admettons qu'il ait une longueur de 5, et que 1 se trouve ici, ou 4 plutôt, ou 4 quelque chose, je vais mettre 4. Si je veux qu'il ait une longueur de 1 ici, qui pointe quand même dans la même direction, mais qu'il ait une longueur de 1, c'est ce qu'on appelle donc un vecteur normé, d'accord? Et bien pour ce faire, je peux tout simplement diviser ces coordonnées, c'est la coordonnée de ces vecteurs, par sa longueur. Donc si je prends un vecteur ici et que je le divise par sa norme, ça me donne un vecteur normé. D'accord? Et c'est super utile parce que du coup, on va pouvoir s'en servir ici dans le dot product pour enlever ici dans le dot product, dans le produit scalaire. Le dot product en fait c'est le terme anglais que moi je me suis renseigné plutôt en anglais et on le voit souvent dans les tutoriels en anglais. Donc, voilà, je vous donne le terme, c'est plus sympa de les connaître en anglais, vous allez avoir plus de matériel à découvrir sur le net.
Donc voilà, donc du coup ici ça va vous permettre d'enlever la norme du coup puisque d'enlever la multiplication de normes puisque vos deux vecteurs ils feront 1 de longueur. Donc ça c'est une des manières de représenter le dot product. Vous pouvez aussi le représenter de la manière suivante, c'est-à-dire que par exemple V fois A c'est égal à Vx AX plus Vy AY. D'accord? Donc ça c'est le dot product, donc le produit scalaire, écrit d'une autre manière, qui fonctionne aussi très très bien, et c'est ce qu'on va utiliser nous dans la théorie plus tard. Donc voilà, donc du coup là on a quand même pas mal avancé, on a découvert plutôt beaucoup de choses, c'est plutôt chouette sur les vecteurs. Ce qu'il nous reste à voir, c'est la projection de vecteurs sur un autre vecteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer mon repère ici. Vous avez compris que c'est toujours dans un repère qu'on est. Hein. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais avoir donc deux vecteurs. Et moi, donc là, on va avoir le vecteur A par exemple. Là, on va avoir le vecteur B. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ici bien ce vecteur et cette longueur là. Donc, c'est-à-dire la projection du vecteur A sur le vecteur B. Et ça, vous allez voir, on va s'en servir beaucoup dans l'algorithme le SAT. Donc, c'est-à-dire le Sperated Axis Theorem. Donc du coup, pour ce faire, eh bien, vous voyez déjà que ici, on se retrouve dans un triangle rectangle. C'est plutôt sympa à savoir. Pourquoi? Parce que... Alors non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Alors, effectivement, on se retrouve dans un triangle rectangle, mais on peut imaginer qu'on est aussi dans un cercle. Comme ça, donc imaginez qu'on est à l'origine... Oulala, c'est horrible ce que je fais. Imaginez que c'est un cercle avec les axes au centre, là, hop. Du coup ici, si je projette ça, on s'aperçoit que ici, bah, ça nous donne bien le cosinus, d'accord? Donc cette longueur ici représente le cosinus, d'accord? Bien évidemment, en partant du principe que on a un vecteur normé ici. Donc du coup, ça voudrait dire que ici, AB est égal à cos alpha à partir du moment où A et B sont normés, d'accord, c'est-à-dire ont une distance de 1, d'accord. B, c'est le petit vecteur. Hein. C'est ce vecteur, excusez-moi. Donc du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on sait aussi que l'on peut... Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais remettre en fait la longueur, on va pas partir du principe qu'il y a des vecteurs normés, on va le refaire avec la... Parce que c'était un petit peu confus, on va le refaire avec les normes ici, donc norme cos de alpha. Donc du coup, ça veut dire que le dot product sur AB fois B, donc la norme de A fois la norme de B, est égal au cosinus de alpha. J'ai tout simplement à ramener ça dessous ici en division, comme ceci. Donc, si on regarde cos alpha ici, eh bien on sait que le cosinus dans un triangle rectangle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, par rapport à cet angle-là. Donc le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça veut dire que là, le côté adjacent, ici, c'est le vecteur le vecteur résultant en fait de la projection, qu'on va appeler par exemple P pour la projection. Donc c'est ce vecteur-là, hein, ici. Donc du coup, on sait ici, eh bien, tout simplement que ça va faire, donc ici, ça va être, donc je vais le mettre là. Là, tout ça, je le ramène là. Hop. Donc AB sur la norme de A fois la norme de B est égal au côté A adjacent, donc c'est-à-dire P sur l'hypoténuse, c'est-à-dire A dans notre cas. Donc c'est la norme de A. Et ici, c'est la norme de P. Et du coup, ici, si par exemple
je décide de multiplier des deux côtés par la norme de A, ça s'annule. Et si ici je multiplie par la norme de A, eh bien ça s'annule. Du coup, on se retrouve avec P, c'est-à-dire la norme ici de ce vecteur-là, donc la norme du vecteur P, qui va être égale au produit vectoriel des deux vecteurs qu'on est en train de projeter, l'un sur l'autre, donc on projette A sur B, là toujours, sur la norme du vecteur sur lequel on fait notre projection. Et donc ça nous retourne un scalaire, c'est-à-dire une valeur. Et si je prends ici mon vecteur B, que je le normalise, et que je le multiplie par le scalaire P, eh bien je retrouverai ici ce deuxième vecteur. D'accord? Alors je sais qu'on est parti un petit peu loin, mais ça, je vous invite vraiment à revoir la vidéo si vous n'avez pas compris pour cette partie, parce que la projection, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va utiliser pas mal dans l'algorithme que je vais vous présenter. Donc du coup, là, on a quand même pas mal bien dégrossi le travail concernant les vecteurs. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de découvrir ce fameux algorithme sur les polygones convexes. Alors pour ce faire, je vais vous présenter quelque chose d'assez simple. Alors juste avant, j'ai un dernier truc, excusez-moi, à vous montrer sur les vecteurs. On peut trouver sur un vecteur ce qu'on appelle une normale. La normale d'un vecteur, c'est tout simplement un vecteur qui est perpendiculaire à ce vecteur. Donc là, par exemple, si je veux la normale de ce vecteur, ça me donnerait ce vecteur-là, par exemple. Ça, c'est A, et ça, ce serait la norme, le vecteur normal de A. Le problème, c'est qu'on peut avoir un vecteur qui va dans ce sens-là, mais on peut aussi avoir un vecteur qui va dans l'autre sens. Ces deux-là, ils sont perpendiculaires, ces deux-là, ils sont des vecteurs qui sont normaux à A. Du coup, pour définir en fait un vecteur perpendiculaire à un autre vecteur, par exemple, on a V ici qui a une coordonnée X et une coordonnée Y, et bien le vecteur normal qui pointe du côté gauche de ce vecteur-là, c'est-à-dire dans cette direction, parce que là vous voyez, si vous tournez la tête un petit peu et que vous regardez dans cette direction ici, on s'aperçoit qu'en fait le côté gauche c'est bien ce côté-là, et le côté droit c'est ce côté-là. Donc pour trouver le vecteur qui pointe, qui est perpendiculaire et qui pointe du côté gauche d'un vecteur, et bien tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les coordonnées, donc y et x, et on va mettre un moins ici devant la coordonnée x, ici. Donc on prend la coordonnée y, on la met à la place de la coordonnée x, on prend la coordonnée x, on la met à la place de la coordonnée y, et donc ce vecteur-là, c'est le vecteur qui est normal à ce vecteur-là. Et si on met un moins ici sur la coordonnée x, on aura le vecteur qui pointe vers la gauche, ici, et si on met un moins ici sur la coordonnée y, on aura le vecteur qui pointera ici vers la droite. Donc ça c'était juste pour déterminer ici donc les vecteurs perpendiculaires à d'autres vecteurs. Maintenant ce qu'on va voir, c'est notre fameux algorithme d'axes séparés. Alors je vais prendre deux polygones convexes, c'est simple, pour pas trop que ça nous prenne la tête. Et la première étape à faire pour déterminer ici si ces deux objets se sont rentrés dedans, eh bien c'est tout simplement de trouver en fonction des différents points, ce qu'on appelle les vertex en général dans un polygone. L'idée ça va être donc de récupérer les segments sous forme de vecteurs. Donc là on va utiliser notre fameuse méthode pour définir un vecteur entre deux points. Souvenez-vous, hein, c'est le côté vers lequel on pointe moins le côté moins le point d'origine du vecteur. Donc, par exemple ici, si je voulais définir ce vecteur là ici, eh bien je prendrais ce point là moins ce point là, d'accord. Et du coup, l'idée ça va être de récupérer chacun de ces petits vecteurs. Donc on aurait le vecteur A, le vecteur B, dans cet ordre là, hein, le vecteur C, le vecteur D. Donc là je vais dans le côté, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc A, B, C, D et E par exemple, qui sont les vecteurs, toujours définis comme ça. Hop, je les pointe. Et je vais prendre leur normale, d'accord. Donc chacun de ces vecteurs, je vais prendre la normale externe, par exemple comme ceci. Alors je vais la mettre au centre ici, je peux la mettre n'importe où, je peux la mettre où je veux. Souvenez-vous, les vecteurs, ils n'ont absolument pas de position dans l'espace.
Et du coup, ce que je vais faire, c'est que c'est normal. Je vais les définir aussi pour les autres côtés ici. Alors je vais juste enlever les noms ici des côtés. Vous avez compris que c'est des vecteurs, hein, c'est important. Voilà, comme ça. Je vais définir donc les normales sur chacun des côtés. Et en fait, ces normales vont me permettre bien, de déterminer un axe de projection de tous les autres points. Alors je sais que c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais je vais essayer de vous le présenter. Donc imaginez que, par exemple, on teste le premier point. Ça c'est le point 0 de notre polygone, ça c'est le point 1, ça c'est le point 2, ça c'est le point 3, ça c'est le point 4 de notre polygone. Là j'ai trouvé ce vecteur ici, ce segment, j'ai sa normale. Et bien ce que je vais faire, c'est que par rapport à cette normale, voilà, et bien ça va être un axe de projection. Je vais récupérer tous les vertex, absolument tous les vertex de chacun de mes formes, enfin de mes deux formes que je veux tester, et je vais les projeter sur cet axe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur, ça va devenir un peu confus là, sinon. Je prends une couleur rouge par exemple. Hop. Donc ça, c'est la normale, d'accord? C'est l'axe sur lequel je vais projeter mes points. Donc ce point-là, bah, il est projeté directement dessus, ce point-là, il vient se projeter là, ce point-là, il vient se projeter là, toujours perpendiculairement, hein. Ce point-là, il vient se projeter là, ce point-là, il vient se projeter là, celui-ci, il vient se projeter là, celui-là, il vient se projeter là, et ce point-là, il vient se projeter là. D'accord? Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce que là, en bleu, j'ai mis les projections des vertex, c'est-à-dire des sommets ici de la forme A. D'accord? La forme B, je vais la mettre d'une autre couleur. La forme B, ça serait celle-ci. Et elle, sa projection, elle va être bien, comprise séparément. D'accord? D'accord? Et en fait, l'idée, ça va être de récupérer ici donc un bout de segment ici. D'accord? Et pour le côté rouge, bah là, c'est un peu... ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça va se passer entre là et là. Imaginez que c'est toujours sur l'axe. Hein. Pardon. Je n'ai pas mis de la même couleur, il fallait que je mette de la couleur bleue. Voilà. Et la projection ici, elle va être comme ça. Et donc à chaque fois, je vais avoir ici une valeur minimum et une valeur maximum. D'accord? De projection. D'accord? Pareil pour ici les axes verts, je vais avoir une valeur minimum et une valeur maximum. D'accord? Alors, je vais remettre ces axes, je vais les remettre ici pour qu'on les voit un petit peu mieux. Voilà. J'essaie de prendre à peu près la même distance. Donc là, on a la valeur minimum, la valeur maximum, et par rapport ici à l'autre vecteur, on a la valeur minimum et la valeur maximum. D'accord? Donc là, en fait, on se rend compte que ces deux vecteurs, enfin ces deux, pardon, oui, on peut les définir comme des vecteurs, moi c'est pas ce que j'ai fait, mais ces deux vecteurs, on va dire, eh bien, on est d'accord que, eh bien, ils s'overlappent, c'est-à-dire ils se superposent. Ici, j'ai donc la zone de superposition. D'accord? S'ils avaient été, par exemple, le vert, il avait été comme ça, et que le bleu, il avait été comme ça, là, ils n'auraient pas eu d'overlap. C'est-à-dire qu'ils ont une distance ici qui les sépare. Clairement, on la voit cette distance. Ils ont clairement ici une distance qui les sépare. D'accord? Et c'est justement là en fait l'intérêt de cet algorithme de séparation des axes. Parce que en fait, à partir du moment où on a au moins un des axes, à partir du moment où on a au moins ces deux vecteurs, au moins une fois ces deux vecteurs qui sont séparés, eh bien à ce moment-là, on peut être sûr et certain que nos deux formes sont séparées. Alors en fait, l'algorithme, donc là je vous l'ai montré sur un des axes, d'accord, sur ce projeté, sur cette projection, on peut très bien, enfin dans l'algorithme, ce qui se passe réellement, c'est qu'en fait, on va tester eh bien, cette projection sur chacune des normales, jusqu'à eh bien, savoir si on a un des axes qui ne fonctionne pas. Enfin, qui a un espace. À partir du moment où on a trouvé un axe qui a un gap, c'est-à-dire qui a pas d'overlap en fonction des deux projections qui ont été faites sur la normale, à ce moment-là, on sait que nos deux formes ne se rendent pas dedans. Si il en suffit que d'un.
que d'une détection comme ça. Si on a parcouru toutes les normales et on a fait le test de projection sur toutes les normales, et qu'on n'a pas vu qu'il n'y avait pas d'intersection, qu'il y avait dans tous les cas qu'il y avait toujours un overlap, une superposition des projetés, entre le minimum et le maximum des projetés, à ce moment-là, eh bien, on est sûr qu'il y a eu collision. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, globalement, l'idée, ce qui va se passer... Ah, j'aurais dû le faire sur notre calque. Je vais essayer de les refaire à peu près, mes polygones. Il ressemble à ça, je crois. Ouais, bon, on va le faire quelque chose comme ça. Et là, on avait un triangle. Donc, du coup, ça, c'est les normales des côtés, des segments. Voilà. Donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que, bon, bah, on reprend. On va dire que on avait testé sur ce projeté. Ensuite, on passe au suivant. Donc, maintenant, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on teste sur celui-là. Pareil, qu'est-ce qu'on fait? On projette à chaque fois tous nos vertex, ici, c'est-à-dire tous nos points ici sur la normale, on prend le minimum et on prend le maximum, ça nous donne ici un segment, d'accord, c'est celui-là, là, de segments. On fait la même chose ensuite, hop, en fonction des autres vertex de l'autre polygone, d'accord, hop, alors là j'ai plus pris les couleurs, mais on les considère séparément, on les projeter des différentes formes, donc là, hop, c'est ces deux formes. Donc ça, c'est le minimum. Par exemple, ça, c'est la forme A, c'est la forme B. Donc là, ça, c'est le minimum de A. Ça, c'est le maximum de A. Ça serait le minimum de B. Et ça serait le max de B. Et là, en fait, on se rend compte que, eh bien, le minimum de A ici, eh bien, dépasse ici le maximum de B, donc ici forcément on a un espace, donc ça veut dire qu'on a trouvé au moins un endroit où il y avait un espace, d'accord? Donc ça veut dire qu'on est sûr et certain qu'il n'y a pas de collision, d'accord? Et là on n'a plus besoin de continuer à tester sur les autres normales, on s'est rendu compte que sur cette normale là, quand on faisait les projetés et qu'on prenait le minimum et le maximum des projetés de tous les points sur les normales, eh bien on s'est rendu compte qu'entre ces minimums et ces maximums de segments, eh bien il y avait un espace. D'accord? Et du coup, on arrête, on est sûr et certain que eh bien, ces polygones ne sont pas rentrés en collision. Alors je sais que c'est un petit peu complexe à visualiser, donc c'est pour ça que je vais le remontrer une troisième fois, avec des formes un petit peu plus simples. On va le faire juste avec des carrés, enfin un carré et un triangle. Pas de chance dans le dessin de triangle là ce soir. C'est un peu tard. Hop. Donc, on va dire que on va le projeter par exemple, on va faire un test de projeter sur cette normale. D'accord? Alors la normale, je vais la mettre en rouge. Ici, 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 ici. Là et là. Donc on va dire, on commence par exemple à tester cette normale. Ensuite on testera cette normale, celle-là, celle-là. Ensuite on va tester celle-là, celle-là et celle-là de la deuxième forme. Ça c'est la forme A, ça c'est la forme B. D'accord? Donc là je vais tester sur cette normale. Cette normale, je peux la représenter comme ça. Nous ce qui nous intéresse c'est pas sa position puisque c'est un vecteur, il n'y a pas de position. Hein. Donc nous on va dire que ça c'est notre normale. Par contre il y a une longueur, mais la longueur on s'en soucie, mais là, pour l'exemple, je vais pas m'en soucier, je vais juste faire les projections. Donc, on va avoir les différentes projections. La forme A, d'ailleurs, que je vais mettre plutôt en vert, ici, elle va avoir ça comme projection, c'est-à-dire ici une projection, ici une autre projection aussi, qui passe par-dessus, hein. Ici une projection, et ici une même projection. Hein. Donc là, on va se retrouver avec un minimum et un maximum sur les 4 projections qu'on a faites, hein, par rapport aux 4 points, à chaque fois. Bon là, ça se passe dessus hein, en fonction des côtés, mais c'est pas grave. Donc là, on a bien le minimum, et là, on a bien... Je vais mettre un petit m pour le minimum, et là, un grand M pour le maximum. Donc, on a cette projection ici. Pareil ici pour le triangle, on va projeter... Alors, je vais le mettre en bleu cette fois-ci. On va prendre chacun des points, on va faire une projection sur la normale qu'on est en train de tester. Hein, la normale qu'on est en train de tester, c'est toujours celle-là. Hop. Et hop.
là, du coup, sur toutes ces projections, je vais chercher le minimum et le maximum. Donc là, le minimum, bon, visuellement, je sais que c'est ça. C'est le minimum. Et le maximum, c'est ça. Donc, du coup, j'ai un minimum et un maximum. Oui, pourquoi j'ai mis B? Du coup, j'ai un minimum et un maximum de projections sur chacune des formes. Et si je me rends compte ici que le minimum de la forme B dépasse le maximum de la forme A, ou que le maximum ici de la forme B est inférieur ici au minimum de la forme B, donc c'est imaginer que ce point-là, en fait, que ce segment-là, il se trouve ici comme ça voudrait dire ici que le maximum, c'est-à-dire cette valeur ici, eh bien, se trouve inférieur au minimum ici, donc ça veut dire qu'il y a quand même un espace. Et bien dans ces deux cas de figure, soit l'un soit l'autre, on sait qu'il y a un espace entre les deux formes, donc on est sûr et certain que les formes ne se touchent pas. D'accord ? Donc là, on arrête tout de suite l'algorithme, on arrête de le calculer et on continue pas, on sait qu'ils sont pas rentrés dedans. D'accord ? Il n'y a pas d'intersection. Par contre, s'il y avait eu aucun espace ici entre les deux, vous seriez passé à la prochaine normale, et jusqu'à soit d'avoir fini le test sur toutes vos normales, c'est-à-dire que vous n'avez plus de normales à tester et plus de projections à faire, à ce moment-là, vous êtes sûr et certain qu'ils se rentrent dedans, soit en continuant, vous allez peut-être retrouver une projection, enfin deux projections min et max qui ont un espace entre les deux, enfin deux segments qui ont un espace entre les deux. Si c'est le cas, vous pouvez vous arrêter. Mais tant que vous n'avez pas trouvé d'espace entre les projections, entre un minimum et un maximum, eh bien vous continuez à tester vos normales. Une fois que vous avez fini la forme A, vous pouvez aller sur la forme B et faire pareil le test en fonction de toutes les normales. Et à chaque fois, il faut bien tester tous les sommets, tous les vertex, tous les points de toutes les formes. C'est très important. Pour pouvoir justement avoir un minimum et un maximum de projections sur l'axe qui est la normale en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le separated, donc les axes séparés, axis, les axes. Les axes en fait c'est les normales dans notre cas, hein, et théorème. Voilà. Voilà ce que c'est que le SAT. Donc du coup moi ce que je vous propose de faire maintenant c'est... donc vous savez faire des projections de vecteurs, je vous ai montré comment faire. Vous savez comment déterminer un vecteur entre deux points, donc c'est pour déterminer les côtés ici. Par exemple ça c'est un polygone convexe. Vous savez donc déterminer ici un vecteur ici. Par exemple tous ces vecteurs là vous savez les déterminer entre deux points. Vous savez aussi déterminer la normale d'un vecteur, enfin le vecteur normal à un vecteur, c'est-à-dire le vecteur qui est perpendiculaire vers l'extérieur par exemple ici. C'est-à-dire ici, en l'occurrence, par rapport à ce vecteur-là, A, c'est le vecteur perpendiculaire gauche, ici. Donc vous savez le déterminer. Tout simplement, c'est moins yx, hein. C'est moins y de A, virgule, moins x de A, pour avoir ce vecteur-là. Donc du coup, ce vecteur-là, par rapport à ce qu'on disait avant, c'est bien ce sur quoi on ira faire une projection, d'accord, sur l'axe. Du coup, alors un autre truc aussi à bien déterminer, c'est que ici la projection, là, le vecteur il est normalisé, hein, ce vecteur, c'est-à-dire qu'il a une distance de 1, enfin une longueur pardon, de 1. Ici, bien évidemment, ça peut paraître un peu improbable graphiquement, pardon, de faire une projection de ce vecteur comme ça sur un autre, alors que là, il n'y a rien en fait. Donc il faut imaginer en fait que ça dépasse comme ça, et en fait globalement, comme je vous l'ai dit, les vecteurs ici n'ont aucune position dans l'espace, donc ça veut dire que si on fait une projection de ce vecteur sur ce vecteur là, on peut très bien les imaginer dans un repère cartésien ici. Ce vecteur là il a à peu près cette distance là, donc c'est celui-là que je dessine, et ce vecteur là il a à peu près cette direction là, d'accord. Donc en fait qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de projeter ce vecteur sur ce vecteur. Ça donne quelque chose comme ça. D'accord, c'est un petit peu dur à voir aussi dans notre cas, mais si par exemple la normale, elle avait été dans cette direction, imaginez qu'on a un côté qui est plus comme ça, la normale serait dans cette direction, voilà, c'est à peu près la même normale, ben j'aurais projeté ce vecteur ici, et imaginez que... qu'on ait ici imaginez qu'on ait notre vecteur ici qui soit comme ça.
ben, j'aurais projeté ici, comme ça, et ça serait tombé à peu près là. Donc voilà, bon ça après c'est toute une histoire de où vous voulez le voir graphiquement dans votre tête, comment vous voulez vous représenter votre schéma mentalement. Moi je préfère le laisser sur le polygone, c'est beaucoup plus simple à visualiser. Mais globalement, comme un vecteur n'a pas de position dans l'espace, vous pouvez visualiser n'importe où. Donc du coup, moi je pense que c'est le bon moment pour aller, eh bien, jeter un coup d'œil sur l'algorithme que j'ai codé pour le tuto. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, donc là j'ai deux formes. J'ai mis juste des contours pour que ce soit plus visuellement regardable, même si j'aurais pas dû mettre du rouge. Mais globalement, en gros, vous voyez, je peux déplacer un polygone, et à partir du moment où je rentre dedans, je rentre dans l'autre, peu importe où je suis, et bien j'ai une détection vraiment précise sur chacun des axes. Voilà. Et là, c'est vraiment à partir du moment où je rentre dedans, sans comprendre ici, sans prendre en compte l'outline, c'est-à-dire le contour. Donc quand les deux formes rentrent dedans, hop, c'est parfait, ça marche vraiment bien. D'ailleurs, je pourrais être encore plus précis en enlevant ici les outlines de mes formes. Ne vous inquiétez pas, je vais voir avec vous tout ça. Hop. Hop, voilà, je suis vraiment bien précis là. Je pourrais même mettre une de mes formes avec une couleur. Par exemple, cette fill color avec une couleur, par exemple. Color, je sais pas si j'ai de l'orange. Mettre du cyan, c'est pas très beau. Qu'est-ce que j'ai? Allez, du magenta, même si c'est pas très beau. Bah, il a pas voulu. Je vais mettre l'autre. Parce qu'effectivement, en fait, je la recolore après pour mon test de collision. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais venir, je vais revenir au tuto. Voilà. Et je vais aussi enlever la thickness ici. Pourquoi elle n'est pas partie? Voilà. Hop, et là vous voyez que je suis super précis sur mon test de collision. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Bon, j'utilise SFML, hein, c'est une bibliothèque, je vais pas revenir dessus, hein, je construis une fenêtre, c'est plutôt simple. Voilà, là, je crée une fenêtre. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un vecteur qui traîne ici. Je construis une fenêtre, je construis des polygones convexes en settant leur nombre de points. Je set donc les différents points avec leurs coordonnées dans leur espace local. C'est-à-dire qu'ils ont un espace local en fait, ils ont leur propre système de coordonnées, et donc du coup ensuite ce que je fais c'est que je leur set une position dans mon repère cartésien, c'est-à-dire le repère de ma fenêtre là en l'occurrence. Donc mon premier polygone il est positionné à 200 pixels et 200 pixels en Y, donc 200 pixels en X et 200 pixels en Y. Je définis un deuxième polygone convexe. Ici je teste ma fenêtre, je teste mes événements, blablabla, etc. Ensuite ici je récupère la position de ma souris comme ceci. Je fais en sorte que mon polygone ici 2 il aille bien se positionner à la position de la souris. Et ensuite ici c'est là que les choses deviennent intéressantes. Je teste un SAT entre le poly 1 et le poly 2. Et si eh bien, cette fonction me retourne true, à ce moment-là j'ai une collision, donc je change la couleur de mon polygone 1 en vert. Et sinon, je change la couleur de mon polygone 1 en white. D'accord? Donc tant qu'il n'y a pas de collision, eh bien, il sera toujours en blanc. Et à partir du moment où il y a une collision, hop, ça passe en vert. Alors du coup, ce qui est intéressant, du coup, c'est cette méthode. Alors, juste au passage, je vais juste vous montrer, j'ai un petit header ici, très basique, qui est donc une structure qui contient la définition d'un vecteur de base avec des overloads d'opérateurs simples, très simple. C'est pas le meilleur code possible et imaginable, c'est pas très propre on va dire, mais ça fait le taf comme on dit. Donc j'ai un dot product ici avec la méthode que je vous ai expliquée, c'est-à-dire prendre le x1, enfin le x du vecteur 1, le multiplier au x du vecteur 2, plus le y du vecteur 1, le multiplier au y du vecteur 2. Ici, j'ai la possibilité de calculer la longueur
d'un vecteur. Ici, je le normalise en le divisant par la longueur. Ici, j'ai deux petites méthodes qui sont sympas qui me permettent de retourner ici des vecteurs qui ont été normalisés, comme vous pouvez le voir ici, qui sont les normales en fait à un vecteur, c'est-à-dire les vecteurs qui sont des vecteurs perpendiculaires à un vecteur, donc soit à gauche avec le moins ici, soit à droite avec le moins sur le y ici. Donc ça c'est concernant ma petite classe de vecteurs qui est bien utile. Et voilà comment fonctionne le SAT. Alors c'est une version non optimisée du SAT, hein. J'ai fait exprès de le coder très clairement, étape après étape. Il y a certainement des optimisations à faire, à revoir par la suite, c'est ce qu'on appelle du refactoring d'ailleurs. Donc nous on va le voir plutôt logiquement, je vais dire, plutôt que de manière optimisée. Alors déjà ça prend deux formes en paramètres, deux formes convexes, donc nos deux polygones qui veulent se rentrer en... que l'on veut tester, dont on veut tester l'intersection. On va avoir ici un vecteur, donc un tableau de vecteurs 2D, qui va contenir les différentes normales que l'on va récupérer. Souvenez-vous, dans la partie théorique, on récupère donc bien sûr les normales des côtés, des deux polygones que l'on veut tester. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des points de ma forme numéro 1, c'est-à-dire la première forme que je passe en paramètre, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un vecteur qui correspondra au côté de mon vecteur. Donc le côté de mon vecteur, c'est tout simplement en fait le point suivant moins ici le point actuel. Donc le point suivant, c'est le point i, c'est le im de la boucle plus 1, donc c'est le point suivant, et moins le point courant. J'ajoute ici la position aussi de mes formes, c'est assez important parce que du coup, si je laisse juste ma position ici sans mon déplacement, bah, je suis plus, enfin mon point il est plus à sa réelle position en fait. Je ne pourrais pas déterminer mon vecteur à enfin mon segment à sa réelle position. Du coup, ici, je fais pareil pour le y. Et en fait, pour le dernier segment, qui revient en fait, qui reboucle vers le premier point qu'on a défini, pour éviter que je sois out of bounds, c'est-à-dire que je dépasse en fait de mon tableau, eh bien, je teste ici, si je ne suis pas, si le point que je suis en train de tester est toujours inférieur à, enfin, est supérieur ou égal, je dirais plutôt dans ce cas-là, au nombre de points moins 1, à ce moment-là, ça veut dire que je suis prêt à reboucler sur le premier point pour trouver mon segment. Donc ça veut dire que c'est le premier point de mon polygone moins le point courant, et ça va me déterminer le dernier segment qui se rattache donc au premier point qu'on a défini. Donc ça, ensuite, ce que je fais, c'est que je récupère les normales. Donc souvenez-vous, ici, on a stocké tout ça dans side, hein. Ça nous permet de récupérer les côtés ici de tous les côtés de mes polygones au fur et à mesure, à chaque fois qu'on avance dans la boucle. Et donc à la fin de l'itération de la boucle, ce que je fais, c'est que je récupère la normale de ce côté-là et je l'intègre dans mon petit tableau qui s'appelle normal ici. Comme ça, tout le long de la fonction, j'aurai un tableau avec les normales. Je fais la même chose pour la forme 2, c'est exactement la même chose, sauf que c'est plus la forme 1, c'est la forme 2. Donc je récupère les normales par rapport au côté de la deuxième forme, de mon deuxième polygone convexe. Je les intègre ici dans mon tableau, comme ça, par exemple, si j'ai 2 carrés, j'aurai 8 normales, d'accord, pour chacun des côtés, donc une normale pour chacun des côtés. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être la projection des points sur les normales. Donc ce que je fais ici, c'est que je récupère le nombre de normales, et pour chacune des normales, je vais projeter tous les points des deux formes sur celle-ci. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder un tableau. Ce tableau va me servir à récupérer la valeur de la projection, qui est un dot product en fait. Et cette valeur, je vais m'en servir tout simplement pour bien définir un minimum et un maximum, comme on a fait tout à l'heure dans la partie théorique. Et ce minimum et le maximum vont me servir à définir bien évidemment s'il y a un gap entre le minimum et le maximum de la forme 1 et le minimum et le maximum de la forme 2 de la projection sur la normale courante.
Donc je récupère les points projetés. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je vais ajouter dans mon tableau ici, pour chacun des points de mon polygone 1, je vais rajouter dans mon tableau, et bien tout simplement un vecteur qui va subir un dot product sur la normale. C'est-à-dire que juste le simple fait de faire un dot product sur la normale, eh bien ça va me permettre ici de projeter mon premier vecteur sur mon deuxième vecteur. Mon deuxième vecteur, c'est la normale. Souvenez-vous, avec l'histoire de normalisation qu'on a ici. C'est-à-dire que ici, dans la classe vecteur, ici je normalise bien mon vecteur, du coup, eh bien ça revient à diviser par 1, donc ça revient sur la projection. Souvenez-vous de la formule de projection, hein. Revenez en arrière si c'est pas très clair. Mais du coup, ça revenait à diviser par 1, puisque mon vecteur a une longueur de 1. Donc du coup, je peux juste mettre un dot product. On en est où? On en est... Ouais, on en était là, excusez-moi. Donc du coup, je peux mettre juste un dot product en fonction de la normale, à la position n. Donc souvenez-vous, là on est en train de parcourir chacune des normales, hein, pour faire nos projections. Donc là, j'ai projeté tous les points de ma première forme sur la normale courante. Ensuite, je projette tous les points sur la normale courante, mais de l'autre forme. D'accord? La normale appartient toujours à la première forme là, au tout début, là. Puisque on commence par la première forme, par récupérer une normale de la première forme. Dans le tableau, ce que vous pouvez voir ici. Hop. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc ici, les tableaux, Projected Points 1 et Projected Points 2, contiennent ici les informations de dot product, le résultat du dot product, donc c'est-à-dire le résultat de la projection, pour respectivement la forme 1 et respectivement la forme 2. Respectivement, je dirais plutôt les vertex, c'est-à-dire les points du polygone convexe 1 et du polygone convexe 2. Donc du coup, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est récupérer le minimum et le maximum. Alors pour récupérer le minimum et le maximum, je vais récupérer le projeté maximum de mon polygone 1 et le projeté minimum de mon polygone 1 dans deux variables max1 et min1. Je vais les récupérer via deux fonctions que j'ai codées ici, qui prennent en paramètre tout simplement un tableau. Donc en gros, l'idée là, c'est de récupérer la valeur minimum de ce tableau-là, et sa valeur maximum, et pareil ici ça va être de trouver la valeur minimum et maximum de ce tableau là. Pour ce faire, on va aller voir la fonction ici. Pour récupérer la valeur maximum dans un tableau, bon voilà, je prends en paramètre un tableau constant, parce que ça veut dire une référence vers un tableau constant, ça veut dire que je vais pas le copier, mais je vais pas le modifier aussi, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préciser que bon le premier test de max va être égal à la première valeur de mon tableau. D'accord, il me faut une référence pour pouvoir faire mon test de maximum, et là en l'occurrence je vais dire ok, bon je garde comme première valeur ça. Je fais un tour de boucle pour chacun des éléments de mon tableau, d'accord. Si la valeur courante dans l'itération par rapport à mon tableau est supérieure à la valeur de maximum, c'est-à-dire la première valeur de mon tableau, à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien je la remplace, puisque ça veut dire qu'elle est plus grande, donc ça veut dire que elle est plus proche du maximum, de la valeur maximum dans le tableau, que la valeur qui était actuellement stockée dans max. Du coup, je continue, je reviens, et je teste, est-ce que maintenant, la valeur suivante, elle est supérieure à la valeur qu'on avait placée précédemment. Si c'est le cas, à ce moment-là, je la rechange à nouveau, et etc., jusqu'à arriver à la fin du tableau, et forcément me retrouver avec la valeur maximum du tableau. Et je peux la retourner. Le minimum, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va tester si la valeur courante est inférieure à la valeur que l'on a placée, enfin la valeur courante qu'on est en train de tester dans le tableau, sur l'itération, on est en train de tester si elle est inférieure à la valeur minimum, c'est-à-dire la première valeur, la deuxième valeur, si elle est minimum, etc., au fur et à mesure dans le tableau. Donc c'est quelque chose, c'est des algorithmes qui sont plutôt simples, plutôt connus. Donc voilà. Alors un bon truc pour... si jamais vous êtes un petit peu confus, c'est que je vous invite à noter sur une feuille de papier avec vraiment des exemples, avec des vraies valeurs. Vous imaginez que vous avez un tableau par exemple de 3 valeurs, tout simplement,
et que dans ces 3 valeurs, par exemple, vous avez 1, 2, 3, et vous faites des tests. Vous essayez de parcourir la boucle visuellement, dans votre tête plutôt. Vous essayez de vous dire, ok, là, la première valeur c'est 1 de mon tableau. D'accord? Donc le minimum, il sera de 1 pour l'instant. Je parcours les autres, je vais parcourir toutes les valeurs. Est-ce que ici, 1 est inférieur à 1? C'est-à-dire la première valeur, la 0e valeur du tableau, c'est bien 1. Est-ce que 1 est inférieur à 1? Donc non, c'est pas le cas, donc le min reste toujours à 1. Est-ce que 2, donc c'est la valeur de la deuxième entrée de mon tableau, est-ce que 2 est inférieur à 1? Non, c'est pas le cas, donc je continue. Est-ce que 3, c'était la troisième valeur que j'avais donnée dans l'exemple, est inférieur à 1? Non, c'est pas le cas, donc on sait bien que 1, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans min ici, est la valeur minimum. Si par exemple j'avais eu maintenant dans mon tableau, j'avais eu 2, 3 et 4. D'accord, j'avais eu un tableau qui contient 2, 3 et 4. Alors non, je peux pas mettre 2, 3 et 4, pardon, excusez-moi, je vais mettre 3, 1 et 4. 3 valeurs, donc je commence, ici je récupère la 0e valeur de mon tableau, c'est-à-dire le 3 ici, à l'index 0 en fait. Donc min vaut 3, j'arrive dans ma boucle, est-ce que ici 3 est inférieur à 3? Alors je l'ai fait une fois au début, j'aurais dû en fait tout simplement me mettre à i égale 1 ici, mais je vais laisser comme ça parce que... Voilà, je vais juste le laisser comme ça, je changerai après. Mais parce que en fait, je reteste la valeur, donc du coup, est-ce que 3 est inférieur à 3? Non, donc la valeur ne change pas. Est-ce que du coup, ensuite, 1 ici est inférieur à 3, qui était l'ancienne valeur qui se trouvait dans min? Oui. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change le min et on le met égal à 1. Donc le min ici maintenant vaut 1. On continue. Est-ce que ici 4, qui est la prochaine valeur ici, est inférieur à 1? Non, c'est pas le cas, donc on a bien récupéré 1, qui est la valeur la plus petite dans le tableau. Et on la retourne. Donc voilà, alors je sais que c'était un petit peu plus simple de visualiser les choses comme ça. C'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de le faire, à présenter. Donc du coup, ici, si je reviens sur ma projection, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a récupéré la valeur minimum et maximum, enfin maximum et minimum, par rapport aux deux tableaux qui contiennent le résultat des projections sur la normale actuelle, la normale qu'on est en train de tester, hein. Attention, on est bien toujours dans une boucle ici. Donc là, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans la partie théorique, si le max1, c'est-à-dire la valeur maximum de toutes les projections, de tous les vertex, de tous les points sur la normale courante, est inférieure au minimum à la projection minimum de l'autre polygone, ou alors que la position maximum, enfin la projection maximum, la valeur de la projection maximum est inférieure à la projection minimum du polygone courant, c'est-à-dire du premier polygone, à ce moment-là, on retourne false, ça veut dire qu'on a un gap, ça veut dire qu'on a un espace. Donc là, ça revient à dire quoi? On va revenir dans Photoshop. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire, si par exemple, voilà, ça c'est les résultats de ma projection, ça c'est la projection 1, ça c'est la projection 2. Ça c'est la projection A sur la normale, ça c'est la projection B. D'accord, on a récupéré le minimum, alors ça se trouve on a des points d'intersection ici au milieu, hein, qui correspondraient aux autres vertex, mais nous on a récupéré le minimum et le maximum pour les différentes formes. On est toujours sur la normale ici qu'on est en train de tester. Donc là ça revient à dire quoi? Ça revient à dire si le max du 1, c'est-à-dire que ce point-là ici, il est inférieur au min2, c'est-à-dire il est inférieur à ce point-là. Donc là c'est bien le cas, vous voyez bien que ici ça, en x, c'est plus petit que ça en x, si on part du principe que l'axe des x est dans ce sens-là. D'accord? Je vais le mettre comme ça, x, y, ça c'est notre repère. Hein. Donc si c'est bien le cas, à ce moment-là on sait qu'il y a un gap ici, d'accord, c'est-à-dire un espace, donc à ce moment-là on retourne false tout de suite. Donc c'est soit ça, le cas où il y a un espace, soit si max2, c'est-à-dire cette position, est inférieure à cette position, min1, pardon. Si c'est le cas, à ce moment-là, on a un gap. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si max2, qui est cette valeur ici, se trouve inférieur au min du 1, du min du premier polygone, là en fait c'est 1, hein, j'ai mis A mais c'est
vous l'avez bien compris, hein, mais c'est one. Et là, c'est tout. Hein. C'est les polygones. Hein. Je fais référence aux polygones. Je vais remettre... Donc si le max du tout, ici, il est inférieur au min du one, à ce moment-là, c'est pareil, on a un gap, donc on retourne false. Et dans tous les autres cas, on retourne true. D'accord? C'est-à-dire que là, on a quitté la boucle, on a testé toutes les normales, donc ça, c'est notre boucle. Hein. Hop, voilà, tout ça, c'est notre boucle. On a testé toutes nos normales. Si on n'a jusqu'à présent pas quitté la fonction, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de gap sur les projections, enfin entre le min et le max du résultat des projections sur les normales. On n'a pas trouvé de gap par rapport aux deux polygones, hein, bien sûr. À ce moment-là, on retourne true, ça veut dire que oui, il y a une collision. C'est le seul cas où il n'y a pas de collision, c'est quand on a un espace sur au moins le résultat de projection de vertex par rapport aux deux polygones sur la normale, sur une normale. Si on n'a pas de gap entre ces deux segments, ça veut dire qu'on a une collision. Donc j'espère que j'ai pas été trop confus, je vous invite à revoir la vidéo, c'est vraiment un algorithme qui est pas si facile quand on débute, mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est plutôt simple à comprendre. Je vous invite vraiment à revoir la vidéo si c'est confus. Peut-être que vers la fin j'aurai expliqué des trucs qui vous débloqueront pour mieux comprendre le début ou inversement. Vous pouvez très bien reprendre le code ici, hein, pas de souci si vous voulez reprendre le code que j'ai écrit ici, il n'y a pas de souci. Je vous le donne pas, pourquoi je vous le donne pas? Je pourrais très bien faire un GitHub et le mettre dessus, tout simplement parce que ça vous force à écrire du code, et c'est une bonne chose aussi de se prendre la tête avec du code, parce que c'est pas la même chose de comprendre un algorithme que d'écrire. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité maintenant de faire des tests de collision beaucoup plus précis entre deux polygones convexes. Et si vous voulez tester entre deux polygones concaves, par exemple, eh bien vous pouvez très bien faire un assemblage de différents polygones convexes. J'espère que cette vidéo, elle aura pas été trop longue. J'ai juste une petite dernière chose à dire. Maintenant, imaginez que vous associez ce concept à ce que j'avais dit précédemment dans la vidéo d'avant. C'est-à-dire la réponse de la collision. Souvenez-vous, où on bouclait de 1 pixel en 1 pixel pour sortir de la collision. Imaginez que par exemple j'ai mon personnage qui avance ici, hop, il trouve un mur, il a avancé de ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout de suite le replacer là, mais du coup on a un espace, vous voyez, entre les deux formes, donc du coup on boucle, et on avance à chaque fois de 1 pixel, hop, on boucle, on avance de 1 pixel, jusqu'à que notre autre point ici, il ne soit pas dans notre polygone. Si c'est le cas, bah on n'avance plus. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura empêché notre premier polygone de passer dans le deuxième. Et si ça, c'est pas magnifique, ça va vous permettre de tester bien des collisions beaucoup plus précises. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo qui a été, je sais, un petit peu plus complexe que celle d'habitude, mais j'avais juste envie de vous présenter ça parce que c'est un... Alors, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de tutos. Je crois que j'ai jamais vu un tuto vidéo sur le SAT, que ce soit en anglais ou en français. Il y a des tutos écrits mais qui vont pas forcément au bout des choses, avec pas forcément des implémentations qui sont faciles à comprendre, je dirais, des implémentations qui sont directement optimisées. Sur ce, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que je vous ai pas trop embêté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a aussi une page Facebook qui s'est créée récemment, vous pouvez la trouver dans le lien de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir encore suivi ce tutoriel. Bravo d'être arrivé jusqu'au bout déjà, parce que 1 heure de tuto c'est pas habituel, mais enfin si c'est habituel en fait, je dis n'importe quoi, mais c'est pour la chaîne, mais en tout cas ça fait pas mal d'infos à engendrer. En tout cas, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça vous a résolu certains problèmes. Ciao ciao.